Chers camarades, d'abord merci à tous de vous être déplacés à l'appel de SOS Donbass pour dire non, non à la guerre de Macron, non au fait que l'on envoie des soldats français se faire tuer pour une cause qui n'est pas la nôtre. Bravo! Je ne vous cache pas que notre objectif, à l'origine, était de nous rendre devant l'ambassade d'Ukraine afin de dénoncer les tirs terroristes de l'armée ukrainienne contre les populations civiles du Donbass, notamment à Donetsk. Malheureusement, il en a été décidé autrement. La préfecture de police n'a pas autorisé la manifestation jusqu'à l'ambassade d'Ukraine, mais nous a quand même offert l'opportunité de venir jusque devant l'école militaire. Et somme toute, il faut bien reconnaître que ce lieu n'est pas un mauvais endroit pour dénoncer la politique belliciste de Macron, pour dire que l'armée française, notre armée française, n'a rien à faire là-bas. Le rôle de l'armée française, c'est de défendre le peuple de France, de se battre pour les intérêts du peuple de France, pas pour l'oligarchie mondiale, pas pour Zelensky, pas pour Macron et évidemment pas pour l'OTAN. Bravo! Comme je vous le disais, nous voulions aller devant l'ambassade d'Ukraine afin de protester contre les tirs terroristes de l'armée ukrainienne. Mais en préambule, je tiens à dire quand même quelque chose qui me semble très important. SOS Donbass, l'association que je représente, en l'absence de sa présidente, Anna Novikova, qui est restée dans le sud de la France, parce qu'au moment où je vous parle, nous ne sommes pas seuls. Il y a bien sûr notre manifestation de Paris, mais au même moment se déroule une manifestation SOS Donbass à Tarbes, une autre en Espagne, à Gérone, et enfin, à Rome, nos camarades patriotes italiens défilent également contre la guerre de l'OTAN, contre l'engagement de troupes de l'OTAN au sol. Si nous défilons contre le régime de Zelensky, contre le régime issu du coup d'État du Maïdan, nous n'avons rien, nous n'avons aucune animosité, nous n'avons aucune haine contre le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien, dans cette guerre, est lui aussi une victime de ses dirigeants qui l'entraînent dans une guerre sanglante. Et je tiens aussi à préciser que nous, SOS Donbass, lorsque nous nous rendons là-bas, sur le terrain, lorsque nous distribuons l'aide humanitaire, nous ne faisons aucune différence. Nous ne demandons pas les passeports aux personnes en détresse, nous ne leur demandons pas s'ils ont un passeport russe ou un passeport ukrainien. Parce que face aux horreurs de la guerre, face à la détresse humaine, la nationalité doit s'effacer. Également parce que nous savons que les peuples russes et les peuples ukrainiens sont des peuples frères qui ont été séparés criminellement, artificiellement, par une politique voulue par l'OTAN. N'oublions pas une chose, tout a démarré au Maïdan en 2014. Alors le Maïdan, qu'est-ce que c'est? En Occident, on veut nous faire croire que c'est une révolution sympathique, colorée, démocratique. Dans la réalité, le Maïdan, c'est un coup d'État orchestré, perpétré par l'OTAN, par la CIA. Pour vous en convaincre, je vous invite tous à lire un excellent ouvrage de mon ami Lucien Cerise, notre ami Lucien Cerise, pas que le mien, celui de tous ici. Lucien Cerise, dans son livre Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, explique très bien comment quelques mois auparavant, eh bien, les hooligans, les skinheads ukrainiens ont été formés dans une école de police polonaise à la lutte contre les forces de l'ordre afin de préparer le coup d'État du Maïdan. Ça, c'est la vérité. Cette guerre a été voulue par l'OTAN, a été voulue par la CIA, et ils entendent bien la mener, cette guerre, jusqu'au dernier Ukrainien, et s'il le faut demain, jusqu'au dernier Allemand, jusqu'au dernier Polonais, ou jusqu'au dernier Français. Notamment que ce régime issu du coup d'État du Maïdan, une fois arrivé au pouvoir,
n'a pas eu d'autre chose à faire de plus pressé que d'interdire 11 partis d'opposition, d'interdire l'usage officiel de la langue russe, de persécuter la minorité hongroise. Voilà ce qu'est le régime ukrainien, le régime kievien. Il n'est en rien un régime démocratique, il est un régime mis en place à l'issue d'un coup d'État de la CIA, exactement comme 50 ans auparavant le régime de Pinochet, sauf qu'entre-temps les méthodes se sont affinées, on ne fait plus intervenir l'armée des putschistes, on manipule le peuple. Il faut en être conscient. Puisque je parlais des crimes perpétrés par le régime de Kiev, je voudrais qu'on ait une pensée, parce que cela fera bientôt 10 ans. Souvenez-vous, en 2014, à Odessa, 80 militants séparatistes pro-russes, russophones, bloqués dans la maison des syndicats à Odessa, ont été assassinés par les nervis ukrainiens. Ils ont été bloqués, la maison des syndicats a été incendiée et 80 personnes sont mortes brûlées vives. Je voudrais que nous ayons tous une pensée pour eux. C'était nos camarades. Ne les oublions pas. Toute cette situation a été voulue par les États-Unis parce que l'Ukraine, en fait, est devenue une république bananière, exactement comme les États-Unis l'ont toujours fait en Amérique du Sud. Les mesures qui ont été prises également, eh bien, ça a été confié un tiers des meilleures terres agricoles. Sachez qu'en Ukraine, ce sont les meilleures terres agricoles du monde, hein, les fameuses terres noires. Eh bien, un tiers de ces terres ont été confiées à BlackRock, aux Américains. L'Ukraine, sachez-le, et c'est une des raisons de la guerre, est devenue une colonie américaine. Depuis 10 ans, depuis cette époque, depuis la tuerie d'Odessa, l'armée ukrainienne, avec l'aide de l'Occident, bombarde les populations civiles du Donbass, particulièrement à Donetsk, en se livrant à des tirs terroristes visant les marchés, visant les hôpitaux, visant les centres sociaux. J'ai fait 3 séjours au Donbass. Le premier en 2016. À cette époque déjà, alors que nous étions en plein dans les accords de Minsk, eh bien l'armée ukrainienne, l'artillerie ukrainienne tirait déjà sur la banlieue de Donetsk. Et avec l'association pour laquelle je militais à l'époque, Novopol, le collectif France-Russie, le comité France-Donbass, nous avions récolté des dons et j'étais venu là-bas pour réparer des maisons, réparer les toits des maisons de familles qui vivaient dans les caves de leurs maisons incendiées. Et cela, c'était en 2016, sous les accords de Minsk, soi-disant garantis par la France et par l'Allemagne. Ne l'oublions pas. Lorsque l'autre jour, j'ai entendu Macron qui répondait à l'interpellation d'une jeune femme russe lors d'une manifestation, et il lui a dit oui, mais les fauteurs de guerre, bien c'est la Russie, c'est Poutine, parce que Poutine n'a pas respecté les accords de Minsk. C'est un mensonge éhonté. D'ailleurs, Merkel et Hollande l'ont avoué eux-mêmes. La France et l'Allemagne n'avaient aucunement l'intention de faire respecter les accords de Minsk. Il fallait laisser un répit à l'armée ukrainienne afin de s'armer et de pouvoir commencer une épuration ethnique au Donbass. Poroshenko, le prédécesseur de Zelensky, l'avait d'ailleurs annoncé lui-même. Dans une déclaration tout à fait cynique, mais qui avait au moins le mérite d'être franche, il avait dit nous punirons les séparatistes, leurs enfants grandiront dans les caves et ne connaîtront pas la lumière du soleil. Voilà ce que c'est que le régime ukrainien, voilà ce que c'est que le régime de Zelensky, que Macron veut défendre bec et ongles. Mais si on y réfléchit, est-ce véritablement étonnant de la part d'un Macron qui n'a pas hésité lors des manifestations des Gilets jaunes à les réprimer de façon sanglante en faisant éborgner les manifestants, en leur faisant arracher les mains par des tirs de LBD? Est-ce étonnant de la part d'un Macron qui a déclenché une dictature sanitaire impitoyable en enfermant le peuple de France pendant de longs mois? Et maintenant, ce même Macron qui veut entraîner nos enfants dans une guerre qui ne les concerne en rien. Jamais, jamais nous ne tolérerons que nos enfants soient mobilisés, que nos enfants versent leur sang pour une guerre qui ne les concerne en rien.
Personnellement, j'ai 2 fils, un de 19 ans, un de 22 ans. Je fais le serment solennel que jamais, jamais ils n'iront se battre pour l'oligarchie mondiale, même si pour cela il faut monter sur des barricades, même si demain il faut être emprisonné. Nous sommes aujourd'hui une poignée, mais nous sommes des résistants. Nous sommes les héritiers de ces résistants qui, le 11 novembre 1940, devant l'Arc de Triomphe, ont osé manifester avec le drapeau tricolore pour dire non à l'abaissement de la France. Pour continuer et pour vous dire un petit peu ce qu'est le quotidien des civils du Donbass, je voudrais vous raconter une anecdote vécue. Il y a quelques mois, en mai 2023, je me suis rendu au Donbass avec quelqu'un que certains connaissent ici, le capitaine Place de l'association Stop Russophobie, et mon ami Damien, qui est présent ici, mais comme il est modeste, il ne se fera pas connaître. Nous nous sommes rendus là-bas notamment pour pouvoir témoigner et pour pouvoir réaliser des reportages. Nous étions à l'époque logés dans un petit hôtel à Makivka, dans la banlieue de Donetsk. Et puis, un matin, en nous levant pour partir au centre-ville, eh bien, nous avons senti qu'à l'hôtel, l'atmosphère avait changé. Le personnel, qui généralement était enjoué, souriant, eh bien, était grave. Les gens ne souriaient plus. Donc, nous leur avons demandé ce qui se passait. Ils disaient, écoute, voilà, hier, lors du bombardement du centre-ville, il y a eu un seul civil de tué. Eh bien, ce civil, cette civile tuée, c'est une employée, c'est une collègue à nous, c'est une employée de l'hôtel. Elle est morte, elle laisse 2 enfants en bas âge, et on vient de rappeler son mari qui est sur le front pour s'occuper d'eux. Alors, spontanément, nous avons voulu aider financièrement cette famille, et le directeur de l'hôtel nous a arrêté d'une main. Il a dit, écoutez, grâce à Dieu, nous avons ici les moyens. Donc nous avons décidé que pendant 2 ans, nous verserions son salaire à la famille de notre collègue. Mais je ne vous demande qu'une chose. Lorsque vous reviendrez en France, témoignez. Dites aux Français ce qui se passe réellement au Donbass. Dites la vérité. Et puis, il avait aussi rajouté une chose qui parle à mon cœur, puisque j'appartiens à l'association des Cosaques de France. Le directeur de l'hôtel a rajouté: je prie pour que les ancêtres cosaques de cette dame puissent un jour descendre du ciel et décapiter les tueurs ukrainiens. Cela peut sembler dur, mais je la comprends parfaitement. Eh bien, chers amis, je vous remercie justement pour votre présence courageuse et pour m'avoir permis de tenir la promesse que j'avais faite à ces gens de l'hôtel, de témoigner et de dire ce qui s'était passé. Je souhaite que le souvenir de cette dame ne s'efface jamais et qu'il reste à tout jamais gravé dans nos cœurs. Pour bien vous faire comprendre ce qu'est la vie d'un civil du Donbass et singulièrement d'un civil de Donetsk, eh bien, je vais vous dire tout simplement que le matin, lorsque vous partez travailler ou lorsque vos enfants vont à l'école, eh bien, vous n'êtes jamais sûr que le soir vous reviendrez, vous n'êtes jamais sûr qu'ils reviendront. Ce sort, d'ailleurs, a failli nous arriver, puisque en octobre-novembre 2023, avec SOS Donbass, nous avons mené un convoi humanitaire. Nous avons apporté un semi-remorque d'aide humanitaire jusqu'à Donetsk. Eh bien, le jour qui était prévu pour notre arrivée, à l'heure pile où nous devions décharger notre cargaison, eh bien, l'entrepôt a été touché par un tir de missile HIMARS. Et si nous n'avions pas été bloqués par les douanes à cause de formalités administratives, eh bien nous ne serions certainement plus là pour raconter cette histoire. Voilà, c'est un témoignage tout simple, mais il faut vraiment comprendre ce qu'est la vie des civils et cela aussi permet de comprendre pourquoi la Russie en 2022 est intervenue. Elle n'est pas intervenue en Ukraine dans un but d'agression, dans un but d'invasion. Elle est intervenue tout d'abord pour éviter qu'une épuration ethnique se passe au Donbass. Elle est intervenue en état de légitime défense pour défendre des russophones. Mais qu'est-ce que c'est qu'un russophone du Donbass si ce n'est tout simplement un russe? Je voudrais dire que ces bombardements terroristes, tout ce sang versé, ne doit plus avoir lieu et il ne doit surtout plus avoir lieu en notre nom. J'aimerais vous rappeler
que l'artillerie ukrainienne utilise les canons César, utilise les obus livrés par la France à l'Ukraine, et cela ne doit plus jamais être fait en notre nom. Et une fois de plus, je le dis, Macron, destitution, non! On ne doit plus tuer en notre nom. Nos soldats, nos enfants ne se battront pas pour ce régime terroriste de Kiev. Nous avons parlé de sang, parlons d'une question un peu plus triviale, parlons d'argent. La France a déjà versé 3,8 milliards d'aides militaires à l'Ukraine. Macron s'apprête à en verser 3 milliards supplémentaires, 6 milliards 8, presque 7 milliards, alors que pendant ce temps-là, eh bien, nos paysans sont en train de crever. Pendant ce temps-là, on ferme des hôpitaux, on supprime des lits d'hôpitaux. La police n'a plus les moyens de faire son travail, elle n'est plus en mesure de protéger nos enfants. Chaque jour, on apprend de nouveaux meurtres. Et bien entendu, je doute qu'elles soient en mesure d'assurer une protection efficace des Jeux Olympiques. Alors oui, l'argent doit profiter au peuple de France, l'argent des Européens doit profiter aux Européens, il ne doit pas servir aux guerres de l'oligarchie. Bravo! Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, nous sommes une poignée ici. Mais je considère, en toute modestie, que nous représentons l'honneur de la France, l'honneur de la résistance. Dans quelques mois auront lieu les élections européennes. Les politiciens, les partis politiques vont solliciter nos suffrages. Eh bien, il va falloir leur dire, messieurs, prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas venir vers nous, prétendre que vous défendez les intérêts des Français et donner un blanc-seing à Macron à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont voté oui à l'aide militaire à l'Ukraine, ou même ceux qui se sont abstenus, ne peuvent solliciter nos suffrages. Nous devons donner nos suffrages aux hommes et aux mouvements qui incarnent véritablement la résistance. Que ces hommes ou ces mouvements soient de droite ou de gauche. Je considère, à titre personnel, que ce clivage est obsolète, qu'il n'a plus lieu d'être. Le véritable clivage aujourd'hui, ce n'est pas droite-gauche, c'est globaliste ou anti-globaliste, entre partisans du nouvel ordre mondial, de la tyrannie, et ceux qui veulent que les peuples restent libres, qui veulent qu'il y ait encore une verticalité spirituelle, qui croient encore en la différence entre un homme et une femme, qui croient encore en leurs racines, qui croient encore en leur patrie. Alors je vous en conjure tous, chers amis, réfléchissez bien avant de voter et surtout exigez qu'un jour les députés votent la destitution de Macron. Je le dis une dernière fois, et ce sera peut-être le mot de la fin. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution! Mais je voudrais que vous ayez une pensée. Je parlais de nous, nous manifestants, qui nous considérons comme des résistants au nouvel ordre mondial. Mais je voudrais aussi que vous ayez une pensée pour cette poignée de jeunes Français qui, depuis 2014-2015, sont partis combattre aux côtés des séparatistes, puis aux côtés de l'armée russe. Mon ami Bernard Fontaine a parlé de la nouvelle unité Normandie-Niemen, qui est une unité de drones de l'armée russe, qui accueille en son sein des volontaires français. Cette unité est dirigée par mon ami Sergueï Munier et je tiens à le saluer et lui a donné un grand coup de chapeau. Mais les volontaires français, ce n'est pas que Sergueï Munier. Il y a parmi les manifestants, je ne dirai pas son nom, je sais que c'est un garçon qui est très modeste, mais parmi nous, il y a un garçon qui, en 2014, est parti combattre aux côtés des séparatistes. Il est passé 1 an sur le front. Je tiens à dire que lui et ses camarades, ce sont eux qui ont inspiré mon engagement, ce sont eux qui m'ont donné envie de me battre pour le Donbass et pour la Russie. Guillaume, je tiens à te dire toute mon admiration et je tiens à te tirer un grand coup de chapeau. Merci pour ton courage, Guillaume.